on n'est plus à la pierre papier, on est à la pierre qui, je crois que la GFI a repris aussi l'expression récemment, à la pierre qui va nous faire rêver, c'est-à-dire le digital. Alors, je vous présente d'abord les intervenants dans l'ordre. Céline Mahinck, courtier conseil en gestion de patrimoine. Alors, elle est enseignante. Elle est enseignante à différents endroits, notamment pour les CGP, mais aussi à l'université. Et elle s'est très tôt intéressée aux nouveaux venus dans l'immobilier. Et c'est comme ça que depuis 2015, elle suit de très près le crowdfunding immobilier. On pourrait presque l'appeler Madame Crowdfunding. Voilà. Et puis à part ça, elle a une chronique depuis maintenant 2 ans sur pierrepapier.fr et depuis une semaine, une chronique sur le crowdfunding qui s'appelle On n'arrête pas l'IMO sur Radio Imo. Voilà. Ensuite, Vincent Baruet, qui est donc directeur associé de la Foncière Numérique. Ça, c'est une initiative absolument époustouflante qui consiste à virtualiser tous les immeubles, mais il nous en parlera tout à l'heure. Formation architecte, ce qui est toujours intéressant dans l'immobilier, d'avoir quand même un petit peu de lien ou de souvenir de ce qu'on appellera un jour l'immobilier physique. Hein. Ensuite, Michael Sigda, je prends dans l'ordre Sigla, sur la table, qui est donc d'oligarchie et la toute première opération immobilière blockchain, donc c'est lui qui l'a organisée. Et enfin, alors lui c'est plutôt formation ingénieur à l'origine. Bon. Et puis Arthur Cazalet, alors là vous avez plusieurs siècles de tradition notariale devant vous. Donc un notaire qui fait bouger les lignes et qui a fait les deux en tant que notaire, qui a constaté les deux ou conduite les deux premières opérations blockchain, donc voilà, les transactions en virtuel. Alors, on va commencer avec Céline. Céline, sur, bien sûr, le crowdfunding, mais surtout, vous nous avez dit avant de venir, il y a une grande nouvelle pour les CGP avec le crowdfunding. Oui. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre intérêt. Donc avant de vous dévoiler les grandes lignes, les grands principes de fonctionnement du crowdfunding et les chiffres clés, et ainsi de peut-être mieux visualiser les opportunités qui vont nous être offertes pour nos clients et pour nous, je voudrais rappeler la grosse évolution du changement effectivement réglementaire. On va faire avec cette slide, c'est pas grave. Vous savez que les CIF ont toujours eu la possibilité de facturer des honoraires de conseil sur des services d'investissement. Depuis MIF 2 et les récents échanges qu'on a eus avec l'AMF, il semble maintenant possible que les plateformes CIP, donc conseil en investissement participatif, on va voir tout de suite après ce que c'est concrètement, que les plateformes CIP puissent également rémunérer les CIF sur le conseil en services d'investissement. Donc ça nous ouvre véritablement la porte à l'interprofessionnalité et c'est majeur. La deuxième chose, c'est par rapport à Pacte, puisque Pacte a maintenant autorisé la possibilité pour les plateformes IFP, juste après également le détail, de pouvoir établir des conventions d'apport d'affaires et donc une rémunération au CGP et au BSP. Très bien. Alors, là, je vous interromps, j'ai oublié de dire quelque chose d'important. Il y a une application Wizembly. Je pense que vous avez... si vous voulez poser des questions, vous pianotez sur le Wizembly, je les reçois, et puis ensuite on pourra les voir tous ensemble. Céline, la deuxième question, c'était, ouais, mais le crowdfunding, on parle de plein de choses, on parle de equity, on parle d'investing, on parle de lending, etc. On parle de différents acteurs. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, en quelques mots, oui, s'il vous plaît?
Donc on va le voir ensemble, il y a une très forte hétérogénéité des acteurs, des montages utilisés, des sous-jacents immobiliers. Pour être relativement rapide et concis, la première chose, c'est de bien visualiser les différents crowdfunding réglementaires. Donc le premier prérequis essentiel, c'est bien de visualiser que la plateforme a un agrément à l'ORIAS. Donc l'ORIAS, je ne détaille pas, vous connaissez bien. Il y a 3 façons de faire du crowdfunding. Par la plateforme IFP, donc intermédiaire en financement participatif, c'est tout ce qui est don avec ou sans contrepartie, ou prêt rémunéré ou non. Et puis le statut CIP ou upgradé PSI. Le CIP, c'est donc conseil en investissement participatif, c'est tout ce qui va être crowdfunding en capital, ce qu'on appelle crowd equity, et donc par exemple de l'émission d'actions, d'obligations, des mini-bons, des parts sociales. Donc ça, c'est la première segmentation réglementaire, on va dire. Et puis après, il y a différents crowdfunding immobiliers. Alors pour faire très court, mais pour vous permettre de visualiser un peu mieux, je voudrais de façon très caricaturale vous rappeler le fonctionnement d'une promotion immobilière. Donc le promoteur apporte ses fonds propres, en général avec un tour de table où les tickets sont relativement élevés. On parle très facilement de 300, 400, 500 000, 1 million d'euros. Il sélectionne son terrain, il réserve son terrain, enfin il l'achète, il dépose le permis de construire, il pose le permis de construire, il purge le permis de construire. Et puis, il va pré-commercialiser à hauteur de 50%. Et à ce moment-là, il va voir la banque pour avoir son financement bancaire. Et vous allez voir que là, les crowdfunding vont pouvoir agir. Donc, on est au niveau du crowdfunding en equity, qui va être, pour schématiser, l'équivalent du tour de table, mais beaucoup plus accessible, puisqu'on peut arriver en refinancement de fonds propres du promoteur. On verra après, ou suivant vos questions, l'avantage que ça peut avoir pour les promoteurs. On peut être en financement bancaire, comme le fait une banque en crowdlending, ou on peut être en équivalent d'un club immobilier, un club deal, accessible à tous, puisqu'on va être avec du crowd investing, ou beaucoup très proche de la pierre-papier des CPI. Ensuite, on a une forte hétérogénéité des montages, puisqu'on va pouvoir avoir soit de la souscription en holding promoteur, soit de la souscription en société interposée qui est dédiée, et avec les différents véhicules qu'on a déjà balayés, d'actions, d'obligations, de prêts. Donc pour déblayer tout ça, et pour vous aider à encore avoir plus de transparence et d'avoir une grille d'analyse, c'était le but de donc cette nouvelle étude qui sort, FinTech IMO, et du Memento qui va reprendre toutes les fiches des plateformes de crowdfunding immobilier avec tous les éléments clés de compréhension. Donc, très vite, les chiffres ? Oui, exactement. Quelques chiffres clés. Alors, quelques chiffres clés. Donc, comme tu dirais, Guy, le crowdfunding n'est encore qu'un trait sur le livre de l'épargne des Français, mais ils ont collecté plus de 200 millions d'euros en 2018 avec 375 projets immobiliers qui ont été ainsi financés en partie ou en totalité. La levée moyenne, c'est un peu plus de 530 000 euros. Au cumul, depuis l'existence du crowdfunding immobilier, ça fait donc près de 900 projets immobiliers qui ont été au moins cofinancés par du crowdfunding. Et à aujourd'hui, vous le constatez, on a un taux de défaut qui est relativement faible, puisqu'on a 0,34% des projets en défaut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, parce qu'il y a eu des évolutions au niveau des porteurs de projets financés. Il y a notamment beaucoup plus de marchands de biens en 2018 qu'auparavant, donc il faudra être attentif. En ce qui concerne les délais de plus de 6 mois, ce n'est pas surprenant en immobilier d'avoir un programme qui dure plus longtemps, seulement de fait des aléas climatiques ou d'autres, ce n'est pas spécialement inquiétant. Au niveau des parties prenantes, les promoteurs, c'est 429 promoteurs qui ont utilisé le crowdfunding immobilier, et vous le voyez à des niveaux qui sont très différents. Le promoteur qui a utilisé le moins le crowdfunding, il a levé 37 000 euros. Le promoteur qui a utilisé le plus de crowdfunding, au cumul, il a levé plus de 16 millions d'euros. Donc de là, vous voyez déjà très concrètement que ce n'est pas forcément un petit promoteur, bien au contraire. Il y a des gros promoteurs et c'est
pas des canards boiteux qui sont financés en crowdfunding. Les institutionnels, c'est intéressant. On a en moyenne 30% d'institutionnels qui viennent participer aux levées de fonds via des plateformes de crowdfunding. Alors, la première réaction, c'est de se dire peut-être un peu contre nature de l'ADN du crowdfunding, qui veut dire financement par la foule, d'avoir dans la boucle des institutionnels. Pour autant, c'est rassurant pour le particulier investisseur d'avoir des institutionnels à ses côtés. Et c'est donc intéressant pour l'institutionnel de participer à des levées de crowdfunding, ne serait-ce que pour aller chercher du taux, du rendement. Les derniers chiffres clés sur l'investisseur particulier, ce qu'on peut retenir. Alors, le ticket moyen est en baisse. On est aux alentours de 1 700 € par projet, par investisseur. Ça veut dire que l'investisseur a bien compris la mutualisation du risque. Donc ça, c'est bien. La rentabilité moyenne est un peu en dessous de 9 points. Donc, bien sûr, ça ne vous échappe pas qu'il va y avoir forcément du risque associé, mais il est contrôlable et analysable. L'horizon de placement, c'est environ 24 mois. Très bien. Voilà. Moi, je trouve très intéressant ce paysage qu'on n'a pas souvent comme ça sous les yeux, aussi synthétique. Alors, j'aimerais poser une question qui est un peu un type de question qui va revenir tout au long de ce débat, qui est la suivante. On met des mots américains pour décrire finalement le mariage entre le digital et des vieilles choses qu'on faisait. Donc j'aimerais comprendre, je vais vous demander, mais je vais déjà demander à Céline, mais ensuite je demanderai à chacun au fur et à mesure de ce qu'on verra, si on prend par exemple la construction du Paris de Haussmann. Il y avait les frères Perrer, ils ont voulu financer leurs immeubles, ils sont allés chercher de l'argent en bourse. C'est du crowdfunding ou c'est pas du crowdfunding? Alors, ce que j'aimerais bien que vous creusiez, c'est que vous nous disiez en quelques mots, à part le digital et ce qui est permis par le digital, par Internet, etc., est-ce qu'il y a d'autres différences? Ou est-ce que c'est simplement les bonnes vieilles méthodes d'appel public à l'épargne avec tous les atouts du numérique? Alors, on parle là de l'époque Haussmann, mais on peut remonter aussi au premier vrai crowdfunding qui a été appelé par un journal. C'est aux États-Unis, c'est Pulitzer qui avait fait un appel public comme ça à la foule pour pouvoir financer la stèle de la Statue de la Liberté. Mais, exactement. Après, le fait est que ça passe par du numérique, c'est parce que le site internet est configuré d'une certaine façon, très encadré par l'autorité des marchés financiers, et ça permet de sortir de façon dérogatoire des sphères bancaires et financières qu'on connaît. D'accord, donc deux différences. Premièrement, le numérique, et deuxièmement, sortir des circuits traditionnels. Parce que c'est vrai qu'à l'époque des frères Perrer que j'évoquais, la bourse était le circuit classique, il n'y en avait pas d'autre de toute façon. Hein, d'accord. Alors, ce que je propose, c'est que... Alors, Céline pourra réintervenir pendant qu'on va voir les autres sujets, et on va faire pas mal d'allers-retours. On va faire maintenant un petit moment d'ico. C'est-à-dire, j'aimerais que soient projetées quelques définitions, et que chacun nous les commente un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de mots. Alors, allons-y. Allons-y, allons-y. BIM. Qui veut définir le BIM? Ça, c'est pour moi, ça. C'est Vincent. Alors, je pense que si la technique veut bien afficher ce qu'on avait marqué, voilà. Alors, vas-y. J'avais pas la même définition. Ça veut dire normalement bien investir maintenant. Mais oui, effectivement, techniquement, ça veut dire Building Information Modeling. Alors là-dessus, là, normalement, personne ne comprend rien. En fait, c'est assez simple. Ça consiste à digitaliser des actifs. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les reconstruire espace par espace, composants, équipements, organes fonctionnels, dans un langage de base de données. Ça veut dire qu'on peut y associer des informations à chacun de ces éléments et en retirer de la connaissance, des extractions d'informations à la volée qui vont nourrir en fait des flux métiers en informations très précises, et ce, de façon automatique. Et c'est en train de se développer considérablement. Ça vient des États-Unis. Ça a beaucoup commencé dans la conception-construction.
Et c'est en train de se déployer énormément dans l'exploitation, notamment dans ce qui représente 98% du parc, à savoir les bâtiments existants, qui souffrent d'une méconnaissance profonde et qui nécessitent d'être numérisés dans ce langage BIM. Voilà. D'accord. Donc la numérisation nous permet enfin de construire des immeubles avec les mêmes méthodes que celles qu'on avait utilisées pour aller sur la Lune. Parce que vous voyez que sur les chantiers, le grand problème, c'est que les corps de métier attendent d'autres corps de métier qui attendent d'autres corps de métier. Et il fallait optimiser tout cela. Et le BIM va donc permettre de réduire le coût de construction et de réduire le temps de la construction. Ouais. On construit tous les ans une ville comme New York. Enfin, tous les mois maintenant, dans le monde, on construit une ville de la taille de New York, l'équivalent. Donc il est temps de rationaliser tout ça. D'accord. Voilà. Alors, puisque vous êtes bien parti, blockchain. Non ? Waouh. Alors, ce sera donc Michael Sigda. Oui. Allez. Merci et bonjour. Alors, c'est un mot qui fait couler beaucoup d'encre et il n'est pas du tout question ici qu'on vous détaille ce que c'est. Je pense que vous avez tous entendu parler de ce mot et soit on rentre dedans et on passe 1 heure à vous expliquer comment ça fonctionne, soit on vous donne une explication très rapide. Comprenez que donc c'est une technologie, pour la plupart d'entre vous, vous ne la verrez jamais. En fait, elle sera toujours embarquée derrière un service ou une plateforme. Mais c'est une technologie qu'il faut comprendre comme un registre décentralisé dans lequel on peut écrire des informations. Il est stocké sur beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'ordinateurs, de manière décentralisée. On peut écrire des informations, on ne peut pas les effacer. Donc c'est un registre, comme un registre comptable, comme un livre comptable numérique. Très bien. Alors, Pardon. le mot suivant... Pardon, vas-y Céline. Excuse-moi. La chose qui est importante, il me semble, c'est la blockchain. Tout de suite, a priori, vous avez tous pensé crypto-monnaie. Ça, c'est juste la toute petite partie émergée, je vais y arriver, de l'iceberg. Et c'est tout le reste qui est autour qu'on voudrait vous montrer maintenant et qui, je l'espère, vous allez trouver ça encore plus intéressant. Impec. Très bien. Token. Un Michael. token, ce qui n'est pas Tolkien, ça n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. Un token, c'est la représentation numérique d'un actif tangible dans la vraie vie. Alors, moi, j'avoue que j'ai lu la phrase, je n'ai pas compris. Normal. Alors, soit on est-ce passe que vous une pouvez heure, nous soit on donner passe un exemple? Je voudrais un exemple. Alors, comment, si c'est un actif, je peux l'acheter? Ça, justement, on va en parler avec Arthur. Mais Ouais, mais au niveau de la définition, il faudra, avant qu'on rentre dans le comment ça marche, j'aimerais bien être sûr qu'on comprenne de quoi on parle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un token? c'est la représentation numérique qu'on peut avoir de quelque chose qu'on va pouvoir découper, comme un immeuble, mais on va en parler justement, ou la société qui porte un immeuble. On va en parler. Guy n'est pas... Tu le visualises bien avec la pierre papier? Oui, alors, bon, imaginons. Commençons à rentrer dans le sujet dans ce cas-là pour bien le comprendre. Le premier immeuble qui a été vendu, c'est pour Primonial, je crois que vous l'aviez fait. Alors, ça justement, c'est 2 petites choses différentes. On va rentrer dans le détail. La blockchain, on peut avoir 2 niveaux d'utilisation de la blockchain. Un niveau assez simple qui permet de sécuriser, de cryptographier, de s'assurer de la véracité d'un fait, d'un document. Ça, c'est le niveau numéro 1 qu'on a utilisé il y a 1 an quand on a rejoué une vente d'un immeuble. C'est le siège de l'OCDE qui fait 32 000 m² à Boulogne-Billancourt. Et cet immeuble a été vendu entre SFL et Primonial REM. Et on a utilisé la couche simple, on va dire, le bénéfice simple de la technologie blockchain qui permet de certifier. Super. Mais Et il y a un deuxième niveau dans la technologie. C'est à partir de là, je vais vous poser la question, que je ne suis pas sûr de comprendre tout à fait, c'est qu'il y a bien un immeuble en virtuel dans tout ça, et je n'ai pas encore de token. Alors, dans le cas de Primonial, il n'y avait pas d'immeuble en virtuel. C'était une vente très classique qui a été faite de manière très classique avec un notaire, sauf qu'elle a été refaite dans une plateforme numérique en utilisant la techno-blockchain pour certifier l'ensemble des actes et l'ensemble du process. Ça, c'est la technologie, c'est le niveau 1 de la technologie. Et il y a un niveau 2 dans la technologie blockchain, c'est la tokenisation, donc le fait d'émettre des tokens, mais ça, on va en parler avec Arthur. Oui. Dans ce cas-là, que veut dire token? Parce que parler de tokenisation sans dire ce que veut dire token, j'ai du mal. Alors Arthur. Ah, vas-y Arthur. Bonjour.
Alors, Je me token, permets c'est simple. d'insister, mais allons-y. Quand vous voyez une part de SCI qui représente donc une SCI qui détient un immeuble, par exemple, vous comprenez que plusieurs détenteurs de ces parts se retrouvent avec une fraction de la propriété indirecte de cet immeuble. Oui. Le token, c'est juste la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit des parts représentées sur un bon vieux registre papier ou sur un acte de notaire, elle est représentée tout simplement dans un monde digital sans aucune consistance physique. Et bien voilà, c'est très bien. Donc un token, c'est Token. la représentation immatérielle de quelque chose qui existe. D'accord, parfait. Et un bravo. Et un smart contract. Alors, le smart contract, en fait, c'est le niveau 2 de la blockchain. Dès lors qu'on a admis qu'on avait trouvé un registre digital qui permettait d'enregistrer des données de manière totalement sécure et infalsifiable sur le net totalement digitalisé, on s'est dit qu'on pouvait mettre, au lieu de mettre des transactions ou des ventes, on pouvait mettre aussi des programmes. Et le smart contract, c'est simplement ça, c'est de programmer des actions relativement simples informatiquement qui vont pouvoir se connecter avec des événements extérieurs. Le meilleur exemple récent, par exemple, c'est au niveau des assurances et AXA, qui a développé une assurance en matière de vol et de retard de vol. Vous souscrivez l'assurance, il est connecté directement au tour de contrôle, le vol est en retard de 30 minutes, 1 heure, vous êtes indemnisé à proportion. Il n'y a pas besoin de faire un recommandé aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, c'est très dur. Super, super. Et alors, revenons un tout petit peu sur la définition de crypto-monnaie, puisqu'on a beaucoup entendu parler de crypto-monnaie. Qui veut en parler? Alors justement, ça, Michael? on en parle pour dire qu'on ne va pas en parler. Dans la On ne va suite pas de en ce qu'on- parler, mais on va le définir quand même. Dans la parce suite que de ce qu'on va dire, et ça connaît c'est le sujet. important, en fait, parce que ça fait 1 an et demi ou 2 ans qu'on parle de blockchain et de Bitcoin, etc. C'est deux choses assez différentes au final. Et ce dont on va parler dans la suite de la conférence, on ne va pas parler de Bitcoin, on ne va pas parler de spéculation sur un instrument qui prend de la valeur ou qui en perd. Il ne s'agit pas de ça. Le Bitcoin, effectivement, est une monnaie virtuelle qui prend vie sur une blockchain. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pour ce qui concerne d'acheter des parts de SCPI ou de la pierre papier numérique, etc., on ne parlera pas de Bitcoin, on ne parle pas d'instruments spéculatifs, pas du tout. D'accord. Alors, eh bien maintenant, on va arriver sur la virtualisation des immeubles. Vincent Baruet, parlez-nous un peu de cette foncière numérique qui est absolument envoûtante quand on voit tout ce que vous êtes en train de faire. Merci. La foncière numérique, effectivement, porte un nom assez significatif, qui est, en fait, on considère qu'elle peut être le miroir numérique d'une foncière immobilière. Alors, pour expliquer un petit peu ce qu'on fait plus précisément, j'ai besoin de partir d'un constat qui, effectivement, est que l'immobilier est un immense gisement de données, c'est même, je pense, le plus important de la planète. L'immobilier, c'est le dernier secteur à se digitaliser avant la chasse et la pêche. Ils ont des super trucs dans la pêche et dans la chasse en termes de digital, pour suivre les poissons et tout. On avait fait le pari de sortir des mots incongrus hier soir, donc j'en ai sorti un. Non, plus sérieusement, c'est un gisement de données qui n'est pas du tout structuré ni utilisé avec la bonne valeur. Et l'immobilier, comme c'est le dernier secteur à se digitaliser, il bénéficie de toutes les technologies qui ont été développées dans les autres secteurs, l'aéronautique, la santé, le naval, etc. Et donc, il y a des technologies, donc, comme le BIM, dont j'ai fait la définition tout à l'heure, qui sont des technologies qui ont été utilisées pour les avions et autres. Et même les technologies qu'on a évoquées, hein, la blockchain, les tokens, etc., tout ça, les imprimantes 3D et autres. Donc cet immobilier il va bénéficier de tout ça. Donc on est face en fait à une multiplicité d'informations. On a des clients qui en fait sont face à un immobilier qui s'est complexifié. On a des métiers qui se sont spécialisés, qui ont entretenu chacun leurs informations, qui ont entretenu chacun des bases de données, qui ne se parlent plus. Et du coup, la conséquence, c'est que les propriétaires, l'investisseur immobilier, le bailleur, la foncière, possèdent leurs murs, mais ne possèdent plus vraiment leurs données. Donc ce que fait la foncière, c'est consolider, centraliser, structurer, fiabiliser l'ensemble des données de nos clients pour leur construire leur foncière numérique, c'est-à-dire leur base de données à eux, qui vont pouvoir
dont ils vont reprendre le contrôle. Voilà. Et là, on va faire tourner un tout petit film rapidement. Oui. Avec la voix off de Vincent Barouet. Oui. Je vais commenter un petit peu ce film. Donc, ici, on part d'un territoire, parce qu'il y a de la donnée partout, à l'échelle des villes, à l'échelle des quartiers. On appelle ça de l'open data. Donc, c'est très important, cette information, de pouvoir la capter, parce qu'un actif immobilier, ce n'est pas un avion qui vole, ni un bateau qui flotte. C'est un actif qui est incarné dans un territoire, donc il faut pouvoir comprendre ces environnements. Ici, on exprime que la donnée, elle est donc très disséminée, et que donc notre métier, c'est effectivement de la centraliser. On la met dans une sorte de sarcophage. Il y a même la petite trace de fumée qui sort du sarcophage. Et ici, on est face à un immeuble haussmannien, un gros immeuble tertiaire, 32 000 m² à peu près, dans lequel on a entièrement reconstruit l'ensemble de ses composants. C'est pas pour faire joli, c'est parce que c'était un actif qui souffrait d'une méconnaissance profonde et cela engendrait en fait des coûts d'expertise redondantes où il fallait repasser tous les 4 matins pour faire des métrés, des surfaces. Il y a l'assureur qui appelle parce qu'il y a une fuite et on se dit qu'il faut absolument qu'il y ait un cordiste qui aille sur la toiture pour mesurer telle chose. Donc il y a un vrai besoin d'accès à l'information immédiate. Et c'est un actif aussi qui, parce qu'on lui a construit son référentiel de données à lui, il devient une plateforme de service sur laquelle viennent se plugger différents outils qui peuvent être pour les utilisateurs, les prestataires et autres. Et puis on fournit des indicateurs de performance, parce que quand on réunit la donnée au même endroit, ça permet de la croiser, ça permet de créer de l'intelligence. Et voilà, et on met tout ça dans la poche de notre client, et je peux vous dire que c'est un sacré challenge, parce que des immeubles comme ça, c'est à peu près presque 1 million de composants, et donc beaucoup d'informations extrêmement complexes à gérer. J'ai bien entendu, 1 million de... 1 million de composants, à peu près. Les murs, les portes, les fenêtres, les équipements, les CTA, les cheminements de réseau et autres. Voilà. Donc on fait en sorte d'approfondir la connaissance de cet actif. D'accord. Et à ce jour, vous avez numérisé combien d'immeubles en tout ? Alors, depuis 10 ans, pour ma part, ça fait presque 2 millions de mètres carrés. On a commencé par des stades pour l'Euro 2016. Ensuite, on a fait des hôpitaux, on a fait des objets très complexes. Ensuite, on a fait du logement, du tertiaire, on a un peu tout fait. On a même fait le Quai d'Orsay, on a fait le Bataclan pour des sujets de sûreté et sécurité, pour obtenir très très vite l'information pour la police ou le GIGN pour qu'ils puissent intervenir. Donc il y a de multiples usages, mais la foncière numérique, elle adresse d'abord, je dirais, les asset managers pour leur permettre d'avoir une compréhension immédiate de cet actif. Et il faut savoir quand même que la digitalisation, on va en parler aussi un peu après, a un gros impact sur la liquidité des biens. C'est-à-dire ça rassure énormément un acquéreur d'avoir un bâtiment qu'il maîtrise complètement et où il sait que l'ensemble des acteurs, que ce soit le property manager, les facility managers, toute la gestion locative, peuvent graviter autour des mêmes infos et contribuer aussi à enrichir cette même base d'informations. En fait, chacun devient un contributeur ou un consommateur d'une donnée immobilière qui vient enrichir la base du client. D'accord. Je vous remercie. Alors, je précise, je commence à avoir plusieurs questions pour Céline, pour Vincent. On va d'abord continuer à mettre vos questions sur vos immobiliers. On va d'abord continuer et arriver à la blockchain. Et ensuite, je reprendrai les questions qui sont sur la tablette. Peut-être pas toutes, on verra sur le nombre, mais enfin, j'essaierai de prendre la plupart. Alors, messieurs, maintenant, parlons un peu blockchain. Donc, transaction, donc une vieille procédure de sécurisation, on peut dire, de l'acte de propriété, donc de l'entrée ou de la sortie de la propriété. Je crois qu'il y a une slide qu'on pourrait passer. C'est pour le notaire. Alors, Arthur, à vous.
Alors, je tiens à vous rassurer, tout ce dont on va parler n'est pas du jeu vidéo. On n'a pas changé le paradigme actuel. Vous avez toujours un notaire qui va passer des actes de vente sur des immeubles, qui va publier cet acte en payant les taxes, donc en les collectant au préalable, et tout sera publié donc auprès de l'État, publicité foncière, cadastre, et ça revient au notaire. Donc tout ce qu'on va se dire n'a pas pour objectif de remplacer le système actuel qui fonctionne plutôt correctement, mais plutôt d'améliorer l'expérience, que ce soit à la fois pour les utilisateurs et en même temps pour peut-être les clients indirects derrière, les souscripteurs de SCPI par exemple. D'accord. Alors maintenant, on y va. Blockchain. Bon, je vais commencer là. Donc, comme on se l'est dit, la blockchain, c'est un registre et une application qu'on appelle le smart contract qui permet de programmer des actions numériquement de manière infalsifiable. L'immobilier s'est très vite intéressé à ça parce que l'immobilier produit plein de données et chaque transaction donne lieu à un flux d'informations très important et c'est Mickaël qui va nous en parler après. Plus particulièrement pour le notaire, la blockchain, dans un premier temps, dès lors qu'elle est sortie de la comète de Bitcoin et autres et qu'on a commencé à en parler beaucoup plus lourdement, beaucoup de commentateurs ont expliqué que ça allait être la disparition des notaires, des avocats, de tous les tiers de confiance en fait. Et le notariat s'en est très vite saisi et a initié ses propres projets blockchain pour prendre le contre-pied de cette idée que ce monde digital allait faire disparaître les tiers de confiance, mais au contraire plutôt renforcer les tiers de confiance et donc donner dans ce monde digital besoin de sécurité et de témoins qui permettent de rendre ce monde digital, qui est censé être la copie d'un monde réel, la plus fidèle possible. Donc sur les transactions immobilières, c'est très simple, la tokenisation, c'est tout simplement représenter ce qu'on faisait déjà avant avec les mêmes véhicules d'investissement, non pas sur un bon registre de papier, mais sur le numérique. Et donc je peux citer en exemple un projet qu'on a accompagné assez innovant avec Mata Capital, où quand même un immeuble de 26 millions se retrouve aujourd'hui totalement dépourvu de papier. C'est une société qui existe et qui va prendre cet actif 100% sur la blockchain de manière totalement sécurisée. Ça permet d'offrir une expérience client totalement numérique, avec une connaissance en temps réel de toutes les transactions qui sont passées, l'état de ses encours et de sa performance. Et en même temps, ça permet de réduire considérablement les coûts d'infrastructure et donc à terme d'imaginer d'atomiser encore plus le bon de souscription, diminuer les frais d'entrée. Et donc ça c'est important. Vous, je pense vous consommez de l'immobilier, mais peut-être avec des tickets assez importants ou avec des frais d'entrée qui peuvent parfois être un peu dissuasifs. Donc on peut imaginer qu'à brève échéance, on arrivera à avoir des tickets beaucoup plus faibles et peut-être même acheter de l'immobilier sur smartphone, avec votre conseil j'espère. Et le Saint Graal, ça sera évidemment d'organiser un vrai marché secondaire pour totalement rendre liquide les investissements en pierre indirecte. La pierre papier va devenir donc, on cherche encore le terme, la pierre 2.0 sur smartphone. Alors, à ce stade, bon, je trouve ça très intéressant ce que vous dites, et en même temps, à ce stade, je me pose des questions. Parce que les titres aujourd'hui sont dématérialisés depuis très longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire dématérialisé? Ça veut dire digital. Donc, la bourse, c'est déjà de la blockchain? Pas encore. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est le risque de rapprochement entre les différentes données. La blockchain, en fait, étant un registre partagé, elle possède en elle-même, en temps réel, un auto-rapprochement en fait, mutualisé entre différents acteurs. Donc la bourse, il est très probable que l'infrastructure de la bourse, qui est aujourd'hui sur des serveurs centralisés, hébergés aux États-Unis, par exemple, pourra se retrouver partagée entre une cinquantaine d'acteurs, des banques, des institutions. Et donc, tout va pouvoir tourner sur cette base de données en temps réel. Et donc, par exemple, pour les virements, on pourra arriver à faire des virements en temps réel sans délai de rapprochement et du coup en diminuant les coûts. D'accord. Donc, on peut dire que l'immobilier n'est pas en retard sur le secteur financier dans cette blockchainisation. Alors, racontez-nous un peu votre première transaction, là. Mais avec sous-titres pour qu'on comprenne bien l'ensemble de...
Non, oui, alors juste pour complémenter, donc le deal classique d'un actif entre deux parties, ce qu'on appelle un asset deal chez les professionnels, donc ça ne bouge pas, il y a toujours un notaire, et ça c'est important. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucune réglementation qui fait que ça va bouger. Le deal d'un actif qui est porté par une société, c'est ça en fait qu'on évoque, et c'est ça qui pourrait changer. En fait, j'ai un exemple, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que c'est le deal qu'on a rejoué entre SFL et Primonial, c'était un deal très classique avec un notaire. C'était une étude, c'était pas Arthur malheureusement, c'était une autre étude notariale. Mais là, la blockchain a servi juste à sécuriser et organiser un certain nombre de choses qui sont faites dans l'acte de vente. Mais la publicité foncière que tu évoques, elle est restée de manière très classique. Un autre exemple sur lequel on travaille, qui est très tangible et qui, j'espère, va sortir avant la fin de l'année, concerne du patrimoine historique qui est situé en Bretagne, s'il y a des Bretons dans la salle. Il y a un exemple, une église qui est désacralisée, qui appartient à une personne privée, un individu qui est assez âgé, et cette église, il ne peut plus la maintenir. Alors, il organise des concerts et des événements dedans, mais il ne peut plus la maintenir. La personne est âgée, il voudrait la revendre. Et cette église a un certain coût, plusieurs centaines de milliers d'euros. Il ne trouve pas d'acheteur, parce qu'il n'y a pas forcément un acheteur qui, au fond de la Bretagne, va se positionner sur un actif à 800 000 euros, ce qui peut faire cher avec la maintenance. Donc l'idée qui est venue à l'organisation bretonne avec laquelle on travaille, c'est de dire, cette église, on va la faire porter par une société, et cette société, les parts de cette société, on va les saucissonner. Et on va permettre à une multitude d'individus, alors on n'est pas dans un club deal où on parle de 15 ou 20 personnes, on est vraiment dans une sorte, entre le club deal et le crowdfunding, mais les sociétés qui portent cette église vont être saucissonnées, et une multitude d'individus vont pouvoir acheter un bout d'église. Donc c'est intéressant à plusieurs titres déjà, parce que à la différence d'une SCPI où on ne sait pas exactement sur quel actif on investit, là les investisseurs savent... Alors, je vous arrête tout de suite. Moi je trouve ça fabuleux, parce que on revient, mais à l'ère du digital, aux superbes initiatives des années 60. Je vous signale, c'est un cabinet de gestion de patrimoine au milieu des années 60 qui a saucissonné, comme vous dites, auprès de différents clients, un premier immeuble qui a eu un destin fabuleux, puisque c'était le premier immeuble de messieurs Dubrul et Pélisson. Et après, ils ont saucissonné un deuxième immeuble. Et après, la société qui est devenue Accor, donc l'une des sociétés du 40, est partie. C'est-à-dire qu'on est bien sur la naissance de quelque chose de formidable avec les outils du jour. À l'époque, ça s'appelait l'appel public à l'épargne. Hein. Complètement. Avec plusieurs intérêts. Donc le premier, effectivement, on saucissonne la société, on peut acheter un bout de cette église en l'occurrence. Il y a une possibilité d'avoir un marché secondaire qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, Arthur vient de l'évoquer. Et alors, c'est un peu fantasmé parce que ce ne sera pas le cas pour cette église, mais imaginons un investisseur sud-coréen qui a envie d'acheter 1/1000 de cette église, il pourra le faire aussi. Il y a une notion d'internationalisation des placements qu'on ne rencontre pas franchement dans une SCPI classique. D'accord. Donc ça, c'est très important et c'est très nouveau. Et seule la technologie blockchain permet cela. Absolument. Arthur, vous voulez ajouter quelque chose avant que je passe aux questions qui nous sont posées ? Ce qui est important de comprendre, c'est que cette collaboration qu'on va pouvoir créer entre les individus sur des investissements qui ne sont pas les investissements les plus séduisants aujourd'hui, elle est surtout permise par le digital. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des expériences clients sur des applications et donc des moyens d'accaparer cette épargne pour la router quelque part avec des outils qui vont vraiment permettre aux gens de se sentir impliqués dans un projet, d'avoir du contenu, là où la distance pouvait avant, et le fait de ne pas avoir des plateformes avec une très belle expérience client, pouvait empêcher ce type d'investissement. Merci. Je pense que c'était bien comme précision. Alors, ce que je vous propose, je vais commencer à passer aux différentes questions. Et puis, on va continuer. Mais je trouve que tout ce qui a été vu jusqu'à présent est très éclairant. J'ai le sentiment de mieux comprendre. Alors, la première question. Alors, cela, très rapidement, Céline, c'est juste tout à l'heure, dans votre schéma, vous avez parlé de 8,80% de rendement. C'était par an ? Oui, c'est sur le. Oui. Enfin, ça dépend comment c'est servi, mais ramené à l'année, oui. D'accord. Alors, il y a une question sur le crowdfunding qui est plus profonde.
comment sommes-nous rémunérés si nous conseillons à nos clients des placements en crowdfunding immobilier, honoraires, commissions des plateformes, etc. Alors, c'est effectivement le propos introductif de cette conférence. On peut toujours facturer des honoraires sur conseil, services d'investissement. Depuis MIF2, ce qui découle de nos échanges avec l'AMF, il semblerait que la plateforme CIP, donc Conseil en investissement participatif, puisse également rémunérer le CGP CIF pour conseil sur services d'investissement. Et donc ça, c'est la grosse nouveauté. Après, toujours sur le crowd equity, le PSI, lui, a toujours la possibilité de faire des contrats de commercialisation, ce qu'on connaît pour d'autres véhicules d'investissement. D'accord. Alors, une question un peu complémentaire. J'avoue, je n'ai pas transmis la question à la technique, mais c'est pas grave. Je ne l'ai pas bien comprise en fait. Si le crowdfunding est assimilé à un don, comment parler de promesse de rendement et quelle fiscalité? Il n'y en a pas. Je vous ai balayé les différentes sortes de crowdfunding, mais nous, ce qui va nous intéresser dans notre métier, c'est effectivement le crowdlending en prêt rémunéré ou alors le crowd equity avec les émissions d'actions, d'obligations, de mini-bons par social. On peut faire, oui, il y a certains projets en dons qui vont pouvoir, par exemple, avec des attestations à des fondations, pouvoir ouvrir à de la... Mais là, il n'y a pas de promesse de rendement. Non, voilà. D'accord. Alors, j'ai une question maintenant. Ça, c'est la question traditionnelle des gendarmes et des voleurs. Chaque système a une faille. Comment protéger ces nouvelles technologies pour qu'elles ne soient pas utilisées à mauvais escient? Alors, on va commencer par Vincent, parce que c'est vrai. Imaginons une entreprise. Elle met en base de données sur la foncière numérique ou elle numérie foncière, je ne sais pas comment vous dites, son immeuble. Elle a toutes ces données, quelqu'un lui prend et après peut passer par tous ses prestataires, etc. Alors déjà, il y a des technologies derrière, puis il y a des centres d'hébergement. Donc nous, on est hébergé là où il y a la carte vitale. C'est censé résister à la chute d'un Boeing. Bon, ils n'ont pas testé, hein. Mais en gros, donc déjà, il y a une sécurisation informatique évidemment de premier niveau, des récurrences de sauvegarde, d'historisation des données et ainsi de suite qui sont extrêmement importantes évidemment. Et le nerf de la guerre, en fait, c'est je dirais dans la donnée d'exploitation, c'est l'habilitation des informations. C'est-à-dire qu'évidemment, qui a le droit de voir quoi. Dans la conception-construction, tout le monde a un même intérêt, c'est de construire, donc ils sont dans une transparence de l'information. Mais en exploitation, chacun n'a pas le droit de voir, entre les gestionnaires, les mainteneurs, les propriétaires, etc., les locataires, chacun a des droits différents. On a des technologies en fait qui couplent. Alors déjà, on a du machine learning pour arriver à absorber ces informations, les structurer, etc. Leur attribuer ce qu'on appelle des métadonnées pour pouvoir parfaitement les structurer, les habiliter, tout ça. Et après, il y a tout un circuit de sécurisation des données qui serait un petit peu compliqué avec des termes un peu barbares. Mais voilà, il faut retenir deux choses. C'est évidemment la sécurisation informatique, elle n'est jamais infaillible. Et puis le nerf de la guerre qui est l'habilitation de l'information. Bon. Alors, soit Michael Sigda, soit Arthur Cazalet. Même question, d'ailleurs j'ai une deuxième question, je ne l'ai pas fait mettre à écran, mais c'est pourquoi dites-vous que... elle est à l'écran. Pourquoi dites-vous que la blockchain est sécurisée? Pourquoi les données digitales ne pourraient être piratées? C'est un vrai souci, ça. Sans aller jusqu'à un monsieur Snowden. Alors c'est très simple. Aujourd'hui, l'infrastructure de l'Internet et toutes vos applications mobiles, la manière dont vous consommez l'informatique repose sur le couple client-serveur. Donc vous interrogez de la donnée qui est sur des serveurs centralisés. Il est assez simple de comprendre qu'un serveur unique est beaucoup plus vulnérable que 5000 serveurs ou 10 000 serveurs à travers le monde. Après, le risque zéro, évidemment, n'existe pas, mais en termes de robustesse, aujourd'hui, il est quand même unanimement admis par les mathématiciens et ceux qui ont fait les modèles de cryptographie qu'un réseau blockchain est plus sécure qu'un réseau traditionnel centralisé.
Et puis, si je peux me D'accord. permettre, Oui, bien sûr. par rapport au, il y a eu des vols de crypto, mais c'est pas la blockchain qui a été violée, c'est le code d'accès. C'est comme si on volait la carte bleue et qu'on met le code de la carte bleue avec la carte bleue. C'est ça qui a été détourné et c'est pour ça qu'ils ont réussi à voler derrière. C'est pas clair ce que j'ai dit. Si, je comprends bien, mais donc ça pose bien un problème de sécurité quand même. Bah, de la même façon que tu laisses ton code carte bleue avec ta carte bleue dans ton portefeuille. Ouais. Bon. De toute façon... Si tu le fais pas, c'est moins risqué. On apprendra qu'il y a des petits malins qui arrivent à faire des choses, et puis après, on saura résister à ces petits malins, et puis après, etc., etc. Je pense que ça évoluera. J'ai une question quand même qui est peut-être plus pour Céline. Elle est intéressante et elle est compliquée, cette question. C'est est-ce que... Alors, je l'ai perdue, pardon, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Où est-ce qu'elle est? Oui, grâce à la digitalisation, et à la limite, on demandera aussi à Arthur Cazalet, grâce à la digitalisation, la pierre papier pourra-t-elle devenir une valeur mobilière? Alors, c'est spécial comme question, ça. Oui, alors si on parle de fiscalité, la pierre papier, dans un certain nombre de cas, l'est déjà, parce qu'on est bien sur l'imposition sur valeur mobilière. Après, moi aujourd'hui, l'idée, c'était plus de vous faire visualiser que cette pierre digitale, ça n'allait pas forcément révolutionner la pierre papier, c'était juste pour vous montrer comment elle fonctionnait, pour vous l'apprivoisiez et que vous sachiez pouvoir en parler derrière. Est-ce que vous pouvez nous refaire une petite carte? Parce qu'en fait, si on prend le crowdfunding tel que vous en avez parlé, c'est, je dirais, un retour en arrière par rapport à la SCPI, du point de vue immobilier pur. C'est-à-dire que ce n'est plus la diversification, les jeux professionnels, c'est de nouveau l'immobilier direct. C'est le but, c'est la définition du crowdfunding, c'est supprimer le plus possible les intermédiaires, mais du coup ça ouvre à d'autres solutions, comme on a vu, de tours de table accessibles à tous, le club immobilier, le club deal accessible à tous. Voilà, donc je me tourne vers Arthur. Que serait, à quoi ressemblerait la SCPI, par exemple, digitalisée à l'extrême, blockchainisée, etc. Est-ce qu'on pourrait aller vers un immobilier? Je pense que ça dépasse mes compétences, parce que comme vous le savez, les notaires font du direct et pas de l'indirect, donc je ne suis pas un professionnel de la SCPI. Donc je pense que c'est pas moi de répondre à cette question. Je pense que les deux avancées majeures que ça va procurer, c'est plus de performance, plus de compétitivité pour tous les acteurs, parce qu'on va gagner en rapidité, en gestion, en coût, et donc ça, au final, ça va forcément être bénéfique, je l'espère au moins aux clients. Et puis ce marché secondaire qui se dessine quand même fortement. Bon, alors j'essaie de comprendre l'annonce, c'est très très bien, parce que maintenant c'est ces messieurs qui comprennent plus ce que je dis. Donc ça, on progresse. Je voudrais comprendre. Il y a quelques SCPI, donc, qui sont des portefeuilles d'immeubles, donc plein d'immeubles et plein de locataires et plein d'associés en même temps, hein, qui ont commencé à se diffuser par Internet avec toute la chaîne dématérialisée. Il y en a au moins 2 qui ont poussé à l'extrême. Quelle est la différence entre la dématérialisation et l'internetisation, si je peux dire, de la collecte de capitaux, puisqu'on souscrit par Internet, on souscrit en ligne, et la blockchain? C'est quoi la différence? Je vais tenter, mais sous contrôle de Céline, je vais tenter 2 réponses. Sans doute plus vite à rentrer, plus vite à sortir. International, on n'en a pas parlé. Mais on le fait déjà, donc. Et pourtant, on ne parle pas de blockchain. Donc là, on accélère. Pardon? On accélère les processus. On donne accès à une assiette de biens et de potentialité de portefeuille plus large, parce qu'on peut sortir de France. J'ai compris, et ça c'est de la digitalisation. Oui, mais quand est-ce que ça deviendra de la blockchain? À quel moment on parlera de blockchain? Quand on va associer les smart contracts, quand on va mettre dedans des immeubles qui sont déjà BIMisés. Allez, je retire. C'est pas simple, hein? C'est pas simple. Les ovnis sont arrivés.
Non, c'est simple. Concrètement, aujourd'hui, toute l'offre digitale que vous faites sur des SCPI, c'est une offre avec une courroie avec le monde réel. C'est-à-dire que tout ce qui est fait sur Internet, il y a des petites mains avec, de manière assez itérative qui traduisent tout ce qui se passe dans le digital dans le monde réel. Donc, qui réconcilient le digital avec un registre, papier et autres. Là, ce dont on parle, la blockchain, c'est tout est en digital. Donc, c'est-à-dire que c'est une amélioration de la performance et tout se fait dans un monde virtuel. Il n'y a plus de réconciliation papier. Vous comprenez ? Jusque-là, je reçois. Donc les SCPI actuels ne pourront pas faire cette démarche parce que ça nécessiterait de totalement blockchainiser leur part. Oui. Et sur un fonds existant, ça nécessiterait l'accord de tous les souscripteurs, donc ce qui n'est pas possible. Donc ça, à mon avis, des vrais SCPI blockchain ne vont arriver qu'avec des nouvelles SCPI. D'accord, voilà. Là, c'est une réponse précise, merci. Non, mais ça y est, je pense qu'il est bien de poser les questions avec le tuyau creux à l'intérieur dedans et on va finir par tous pouvoir parler blockchain de façon pertinente. Alors, il y a d'autres questions là. Oh là là, alors attendez. Je pose le micro parce que... Vous prenez les pires à chaque fois? Pardon. Il y a une question intéressante, je ne sais pas si ça évoque quelque chose chez vous, chez l'un de vous. Qui donne l'habilitation? À quoi? Ben justement, je ne comprends pas la question. Laquelle? Bon. Non, mais je pense que c'est moi qui ai parlé d'habilitation des informations. Bah oui, parce que c'est moi qui ai dit ce mot, donc je pense que ça m'est adressé. Mais dans l'exploitation immobilière, il y a à peu près, dans le tertiaire, il y a 33 intervenants à peu près, 33 métiers. Et dans le logement, il y en a une vingtaine. Qui définit les habilitations? Déjà, il y a un propriétaire investisseur d'un actif immobilier qui va édicter des règles, qui va dire l'acteur de mon property management, il a le droit de voir ça, il doit me renvoyer tel type d'information à tel moment. C'est toute la chaîne en fait. Donc après, il y a le facility manager qui doit voir ça, le locataire, il n'a pas le droit de voir ceci et autres, ou à telle temporalité. Donc ça suggère des systèmes de gestion de base d'informations qui sont très véloces pour arriver à gérer en fait tous les flux. Et voilà. Mais est-ce que c'est un peu comme les données de santé? Il y a des données protégées, pas protégées? Il y a beaucoup de données qui ne sont pas liées à la RGPD. D'accord, ça va être des données sur l'actif, mais il va y avoir des données sensibles. Si je parle du bail, par exemple, c'est une donnée qui ne se partage pas comme ça et qui doit se sécuriser absolument. On a même certains de nos clients qui veulent garder sur leur propre serveur. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Même la donnée de surface peut être quelque chose d'assez sensible. Quand on voit les deltas qu'il y a entre la surface locative, la surface déclarée, la surface effective, les surfaces de plancher, etc. C'est intéressant d'avoir une précision de la surface instantanée quand on a des techniciens qui viennent intervenir sur un actif, par exemple. Mais il y a certaines typologies de surface qu'il faut révéler qu'à certains moments, ou par exemple quand on change de locataire. Ah oui, oui, oui. Alors, une autre question, j'ai pas le temps parce que j'étais déconnecté à un moment donné, si je suis reconnecté. Qui fixe le prix initial du bien? Comment les marges vont-elles apparaître pour un token? Alors ça, qui fixe le prix initial du token? Mais c'est une bonne question. Mais c'est exactement comme dans la vraie vie. C'est qui fixe le prix initial du bien qu'on veut vendre? Le vendeur? Oui. L'acheteur? Bon. Donc aussi simple. Ah ben oui, mais un token, il faut en fait, au tout début, il faut pas diaboliser. Non, c'est une petite chose qui permet de faire en numérique ce qu'on fait dans la vraie vie. Donc dans la vraie vie, c'est un vendeur, oui. D'accord. Et la question était peut-être sur le marché secondaire qui fixera les prix. Dans la mesure où tout sera digital, on peut espérer une réconciliation en temps réel avec une vraie offre et une vraie demande massive. Et donc on aura probablement des prix qui seront plus proches d'une vraie valeur de marché. D'accord. Alors là, pareil, il y avait une question, mais j'avoue que je ne vois pas la... est-ce qu'on a le droit de rentrer, sortir? Je pense que les tokens, ça dépend juste de ce qu'on met dessus, etc. Il y a encore une question sur, alors s'il y a un gros virus qui attaque 5000 serveurs d'un coup, etc. Non, ça c'est typiquement absolument impossible. Il y a deux choses. Il faut aussi retenir que sur la blockchain, au final, ne transite que très peu de choses.
Il ne faut pas croire que en fait, la blockchain, ce n'est pas un grand serveur dans lequel on peut retrouver des documents, par exemple. C'est juste des choses très cryptées, en fait. Et la blockchain, l'accès, tout un chacun dans cette salle peut aller sur un site internet et lire ce qui se passe sur la blockchain, sauf qu'il ne comprendra rien, en fait, parce que tout est déjà très crypté. Donc il y a ce premier niveau, et après, le sujet de gros virus mondial qui attaquerait les 10 000 serveurs qui permettent d'héberger ces données crypto en même temps, à ma connaissance, c'est un fantasme. Et puis dès qu'un bloc est écrit, en fait, tout le monde le voit instantanément, donc il y aura toujours une trace à un endroit. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut attaquer de manière simultanée 10 000 ordinateurs particuliers avec le même virus qui fait la même chose. Donc c'est absolument impossible. Donc un jour, il y aura un cinéaste qui fera un film catastrophe là-dessus, mais ce sera totalement irréel. J'ai promis qu'on rendrait la salle à 11h, donc je vais proposer un exercice très simple maintenant. Chacun de vous dit quelques mots de conclusion. Qui veut commencer? Arthur? Le mot de la fin. Alors, mon mot de la fin, c'est de dire, alors peut-être que tout ça vous a paru un peu prospectif, mais sachez que les notaires ont ce rôle un peu de témoin de ce qui se passe chez leurs clients. Tout ça, c'est pas des jeux vidéo. Ils sont en train de se digitaliser massivement et ils sont conscients que la clientèle est de plus en plus sensible à leur niveau de marge et à leur efficience. Et donc, il est très probable que la pierre gagne en attrait prochainement et vous offre vous-même en tant que conseiller une expérience plus didactique vous permettant de revendre plus facilement ces produits. Très bien. Michael? Et moi, j'ajouterais qu'on est vraiment au tout début d'une histoire. Donc, les personnes dans la salle, si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. En fait, vous êtes au tout début de la chose. C'est maintenant que ça commence à se numériser, l'immobilier. Vraiment maintenant. Super. Vincent? Je voudrais d'abord vous remercier et ensuite quand même alerter sur le fait qu'il n'y a que 4% des données du monde qui sont hébergées en Europe. On a Google qui est arrivé avec Google Earth, Google Street View, etc., qui a demandé la permission à personne pour capter l'information de nos villes, nos quartiers, de nos immeubles. Ils n'ont pas encore passé la porte de l'immeuble. Je pense qu'il faut que les propriétaires, investisseurs, etc., reprennent possession de leurs informations et qu'au moins ils initient une digitalisation en fait, de leurs actifs derrière cette porte. Parce que derrière, il y a énormément en fait, de gisements de performance, d'optimisation. Et c'est un super nouveau monde qui s'ouvre. Mais voilà, la France, l'Europe, je pense, doit posséder son patrimoine immobilier et posséder les données de son patrimoine immobilier. Eh bien, super. Céline? Oui, merci à toutes et à tous. On espère que vous avez bien effectivement appréhendé le fait qu'on n'était pas dans de la science-fiction, mais dans ce qui se fait déjà aujourd'hui ou ce qui se fera tout de suite demain. Donc aujourd'hui, c'est des nouvelles solutions de tour de table immobilier, c'est des nouveaux club deals immobiliers accessibles, et puis demain, c'est de la SCPI 2.0 pour encore plus accompagner nos clients et être encore plus performants. Et bien sûr, on est là pour aider et échanger autant que besoin. Eh bien, super. Alors, il nous reste maintenant... Ah oui, vous nous emmenez vers la fin, là. Il nous reste maintenant à terminer le vendredi à Patrimonia. Je souhaite à tous beaucoup de chance à vos clients, beaucoup de chance avec vos immeubles, avec vos actifs, et un grand bravo donc à nos intervenants. Merci. Merci Guy.